Le président de la République togolaise a définitivement tourné la page du troisième quinquennat en annonçant les couleurs du quatrième quinquennat avec une femme comme chef du gouvernement à la personne de Madame Victoire Dogbe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo qui décrypte les tout premiers pas du tout nouveau gouvernement de Monsieur Faure Gnassingbé. Alors, pour en parler en studio, on va faire le grand décryptage de cette émission, de cette actualité, avec un leader d'opinion qui n'est plus à présenter au grand public. Je parle de l'ex-patron de la télévision privée LCF, la chaîne du futur, qui est finalement parti dans le futur. Monsieur Luc Kabaki, bonjour. Bonjour Roger, bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. Alors, ça fait un bon moment qu'on vous a plus vu sur un plateau télé comme ça. Finalement, les gens se demandent, mais vous devenez quoi après la fermeture de LCF? Oui, c'est vrai. Disons que c'est un très grand plaisir pour moi de me retrouver enfin à votre micro depuis 3 ans, où je ne suis plus en activité depuis la fermeture de LCF. C'est la première fois justement que je sors et c'est un plaisir pour moi de me retrouver pour cette première sortie sur vos chaînes de télévision. Je suis là, je suis de près l'activité et l'actualité. Je participe à ma manière, mais vous savez, lorsque vous faites face à une situation donnée, c'est très bien de prendre du recul et de s'affûter avant de refaire les sorties. Mesdames et messieurs, je tenais quand même à vous dire qu'aujourd'hui, c'est une émission très spéciale, spécialement pour moi, tout simplement parce qu'en 2014, je me rappelle bien, c'est ce monsieur qui m'a lancé officiellement à la télévision. Je ne sais pas ce que ça fait de se retrouver sur un plateau télé avec son mentor ou bien de se retrouver sur un plateau télé avec celui qu'on a lancé. Donc aujourd'hui, si vous me voyez sur Vox Africa, dites-lui plutôt merci. Donc je tenais à lui rendre cet hommage mérité. Non, mais je pense d'abord que le mérite te revient en premier parce que tu n'as pas été la première personne qu'on a promue. Mais aujourd'hui, si tu es à cette échelle-là, c'est sans doute parce que tu as su saisir la perche et donc montrer, faire preuve d'efficacité et montrer que en réalité, tu peux t'engager sur ce chantier et marquer la différence. Je tiens aussi en retour à te féliciter pour ces pas. La fierté qu'on peut avoir d'accompagner quelqu'un, c'est les performances que cette personne donne au fil de l'action qu'il monte, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté pour moi de me retrouver avec un Roger qui m'intervive et qui, avec beaucoup de pointes et beaucoup d'engagement, se démarque du corps du journalisme au Togo. Vraiment, c'est une fierté. Monsieur Luc Kabaki, on rentre dans le vif du sujet, on va décrypter le tout nouveau gouvernement. Mais déjà, commençons avec le bilan. C'est vrai que vous n'avez pas gouverné à la place de l'ancienne équipe qui est partie, mais en tant que leader d'opinion, quelle est la lecture que vous faites du bilan de M. Selom Klasso? Bon, voilà, comme vous le dites, évidemment, je n'ai pas gouverné avec eux, évidemment. Je ne peux qu'avoir un regard extérieur avec mon œil d'observateur de l'action gouvernementale. Je crois que, bon, pendant 5 ans, le Premier ministre Komi Klasso Selom a battu quand même le record de la longévité à la primature au Togo. Et pendant 5 ans, considérons simplement qu'il a fait du mieux qu'il peut. Mais il est difficile de dresser le bilan d'un Premier ministre au Togo, d'autant plus que sa marge de manœuvre en tant que Premier ministre n'est pas aussi grande. Ça veut dire s'il faut dresser un bilan aujourd'hui de l'action gouvernementale, c'est tout le système mis en place qu'il faut revisiter. Et ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais on a constaté une certaine lourdeur dans la gestion des affaires de l'État. Et je considère que c'est toutes les faiblesses qui ont été remarquées dans la gouvernance de Komi Klasso Selom qui sont en train d'être reprises d'une façon, corrigées d'une autre façon avec la nouvelle nomenclature du gouvernement actuel. Je ne vais pas trop m'appesantir sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, mais je préfère m'appesantir justement sur les attentes, voilà, sur ce qui doit faire provoquer le déclic de l'émergence du Togo en tant que pays qui aspire à un développement harmonieux, à une paix durable, où toute la société doit pouvoir se retrouver autour d'une conscience nationale. Je pense que c'est les vrais enjeux qui sont là. Ça, on ne l'a pas vu par le passé. Il y a eu des soubresauts, vous savez, avec le soulèvement du 19 août et tout ce qu'il y a eu. Je pense qu'il y a eu plus d'action politique, je veux dire, de résolution des problèmes politiques, des difficultés, la précarité, voilà, que des chantiers effectifs qui pourraient marquer une gouvernance réelle. Alors, quand vous dites que c'est difficile d'évaluer un Premier ministre togolais, êtes-vous en train de partager ce même constat que bon nombre de Togolais qui pensent que ce poste en réalité ne vaut pas grand-chose, que le Premier ministre est souvent effacé? Bon, tout dépend. Vous savez, lorsqu'on vous met à un poste de responsabilité,
quel que soit ce qui a été défini par la loi, par les textes, etc., votre personnalité compte pour beaucoup. C'est-à-dire que si vous disposez d'une vision, si vous disposez d'une connaissance et d'un plan précis d'action, vous pouvez faire bouger les lignes, quelle que soit l'étroitesse de l'horizon dans lequel vous êtes. Vous avez, voyez-vous? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est vrai, par rapport à la loi, on peut dire que le poste du Premier ministre a été à la limite galvaudé. Le Premier ministre d'aujourd'hui n'est pas comme le Premier ministre d'après la transition de 92, où les gens comme Kofigo avaient la marche de la gouvernance. Ils pouvaient effectivement coordonner l'action gouvernementale, imprimer une vision. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que le Premier ministre est complètement adossé à l'ombre du président de la République. Et vous allez constater d'ailleurs que dans le gouvernement, habituellement, il y a même des ministres qui ne se sentent pas aussi concernés par le Premier ministre et qui ne rendent compte qu'au chef de l'État. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'un Premier ministre capable de coordonner l'action gouvernementale, d'imprimer une dynamique ou même de pouvoir sanctionner des ministres si le besoin s'impose. D'accord. C'est cette marche que nous verrons tout à l'heure si Mme Dogbe incarne ce Premier ministre dont nous avons besoin, comme vous le dites. On va en parler tout à l'heure, mais déjà, dites-moi, il y a eu plusieurs entrées, plusieurs sorties, et au rang des sorties, il y a une sortie quand même curieuse, parce qu'on a souvent remarqué dans les réseaux sociaux un ministre qui est super présent, qui visiblement, ou apparemment bosse beaucoup, le ministre Bataka de l'Agriculture. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec le jeune ministre? Je ne saurais pas, je ne suis pas dans les secrets de l'État. Vous savez, la nomination d'un ministre relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République et de son Premier ministre. Et donc, il a forcément des critères d'évaluation de ses collaborateurs. Mais ce que je peux dire, c'est que le ministre Bataka, je ne l'ai pas non plus côtoyé, malheureusement, mais les échos que j'ai de sa personne sont que c'est quand même un garçon suffisamment intelligent, qui a de la matière technique, normalement, mais apparemment, sur les relations sociales, il semble qu'il a des difficultés. Il a des difficultés pour l'arrogance, par exemple, voilà, pour se conduire en Ligue. Oui, bien sûr. Plusieurs fois, j'ai entendu parler de ça. Mais je ne suis pas non plus en bonne position pour pouvoir donner un point de vue tranché, d'autant plus que je ne l'ai pas côtoyé. Mais si cela revient de façon régulière, cela veut dire que quelque part, c'est vrai. Et dans tous les cas, le fait qu'il ait été nommé et que de façon éphémère qu'il en sorte, alors qu'il est encore jeune, avec beaucoup de dynamisme et de vitalité, cela suppose qu'il présente quand même certaines faiblesses et des carences dont il aurait dû tenir compte dans sa manière de manager les gens. Parce que vous voyez, il y a deux sortes d'écoles. L'école du diplôme, voilà, qui dit que voilà, vous connaissez très bien, vous assimilez les préceptes, etc. De façon technique, vous êtes performant. Mais il y a l'école de la vie qui vous permet de maintenir les relations humaines et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez émerger en leader. Si vous développez certains atouts, certaines qualités d'homme, meneur d'homme, et qui permet justement d'atteindre des résultats. Sinon, si vous vous en tenez à votre technicité, tout simplement, lorsque vous êtes à un poste de direction, vous allez faire banqueroute parce que vous n'êtes pas le seul qui puisse conduire un programme qu'on vous confie. S'il y a eu des besoins des collaborateurs autour de vous, c'est parce que ces collaborateurs, justement, sont importants quelque part. Et donc, vous devez être le premier à reconnaître l'importance de ces collaborateurs et à exhumer en eux le potentiel qui est le leur et dont la contribution permet justement d'atteindre le but qui vous est visé. Voilà. Alors, parlons à présent du Premier ministre que vous étiez en train de caricaturer, par exemple. Le Premier ministre pour un Togo meilleur. Oui. Madame Victoire Dogbe, un joker, un coup de poker du président de la République? Je ne sais pas. Moi, justement, j'aime beaucoup apprécier les gens sur l'action. C'est-à-dire que je n'aime pas des a priori. C'est vrai, Mme Dogbe n'est pas nouveau dans l'échiquier politique, sur l'échiquier politique togolais. On l'a connue depuis, je crois, 2008 ou 2009, avec Humbo, où elle occupait le ministère de, je crois, délégué de développement à la base. C'est en ce moment que moi, je l'ai côtoyée personnellement en tant que journaliste reporter de republicoftogo.com. J'avais vu à l'époque une femme naturelle, disposée avec beaucoup de volonté à agir dans l'intérêt de la population togolaise. Et donc, après, c'est vrai, je suis sorti un peu de cette activité permanente qui m'amenait à accompagner ces genres d'actions au quotidien.
Mais je suppose que si elle a pu émerger du poste de ministre délégué, de ministre délégué, jusqu'à être directeur de cabinet du président de la République et ensuite Premier ministre, je considère donc qu'elle a des qualités. Et ces qualités-là, elle doit pouvoir maintenant les révéler à partir de ce poste stratégique de Premier ministre, dont la mission est justement de coordonner l'action gouvernementale, d'initier une dynamique, voyez-vous, à partir du programme de société qu'elle a eu à présenter et qui a d'ailleurs été adopté par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Donc, on considère que quelque part, elle possède une connaissance, un savoir-faire, un leadership qui peut servir, tous ces éléments peuvent servir. Nous attendons justement de voir les actions concrètes qui vont être posées pour nous permettre de formuler une opinion très claire et tranchée par rapport à sa performance. Vous avez mentionné tout à l'heure, il était devant l'Assemblée nationale avec toute son équipe pour présenter son programme de gouvernement, si on peut l'appeler ainsi. Et quelques jours après, c'est le président de la République qui lui-même a présidé un séminaire gouvernemental qui s'est soldé par la signature d'engagement des ministres. Bon. Est-ce à dire que le 4e mandat annonce de bonnes couleurs? C'est vrai qu'il y a des parts, on sent une célérité quand même dans l'action gouvernementale. Je suis de ceux-là qui avaient critiqué la nonchalance, l'incapacité de former le gouvernement, et puis tous les temps que nous avons perdu depuis entre l'organisation de l'élection présidentielle et la formation du gouvernement, parce que je considère qu'étant un pays dont l'économie est encore embryonnaire, dont les défis sont majeurs à tout point de vue, on doit pouvoir observer la célérité dans l'action gouvernementale. C'est-à-dire, il faut qu'on sente qu'il y a une maîtrise de l'appareil de l'État et il y a une maîtrise des pions qu'on veut déplacer, qu'on veut positionner, etc. Donc, je n'avais pas compris du tout pourquoi on a mis autant de temps avant de faire démissionner le Premier ministre et à nommer un nouveau, etc. Bon, on a parlé de Covid, on s'est retrouvé dans l'état d'urgence et tout ça, mais pour moi, c'était des arguments assez courts qui ne pouvaient pas justifier justement l'impasse dont nous avons fait l'objet. Maintenant que le Premier ministre a été nommé, oui, on sent une célérité parce qu'aussitôt après, il y a eu la formation du gouvernement en moins de 72 heures et puis qui s'est soldée justement par la présentation du programme de société. Et aussitôt après, justement, le premier séminaire gouvernemental qui, dit-on, a servi à définir des feuilles de route assez spécifiques pour les ministres, etc. et qui s'est soldé par un engagement. C'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a quand même un frémissement, un début de volonté quand même d'agir dans l'intérêt du peuple. Ça peut se sentir à partir de ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'au fil du temps, les gens auront l'énergie nécessaire, auront la capacité de résister aux aléas, à tous les événements qui pourraient percuter justement sous cette vision qui a été définie? C'est ça qui est vraiment le vrai enjeu. Ça, c'est du wait and see. Alors, Luc Abaki, pour boucler un peu la page du gouvernement, dites-moi, quand vous voyez même la structure du gouvernement, vous voyez un peu la structure du gouvernement avec 2 porte-paroles. Oui, c'est vrai que dans l'architecture même du nouveau gouvernement révèle une forme d'ambition qu'on est en train de nourrir, en tout cas. Et puis, comme je le disais au départ, c'est comme on a senti justement, on a repéré et diagnostiqué les faiblesses du gouvernement du passé. Et aujourd'hui, on a essayé de mettre en place des éléments, des pions qui peuvent servir à résoudre un certain nombre de problèmes. Lorsqu'il y a par exemple dans un gouvernement 2 porte-paroles, ça veut dire qu'on veut suffisamment communiquer autour de l'action gouvernementale. Et les personnalités qui ont été choisies pour servir de porte-parole du gouvernement, c'est quand même des gens qui ont une certaine éloquence assez manifeste. Mais l'enjeu en effet, c'est que on ne communique pas pour communiquer. La communication exige qu'il y ait un contenu. Et le contenu, ça repose justement sur une série d'actes. S'il n'y a pas des actes concrets, s'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui puissent lubrifier l'oralité ou la parole des porte-paroles, ils seront obligés de pérorer. Ils vont être obligés de tomber dans la flagonnerie, etc. Donc, ça veut dire qu'au-delà de cette ambition qui consiste à communiquer sur l'action gouvernementale, il faut poser des actes déterminants. Et quand ces actes déterminants sont là, les porte-paroles qui ne manquent pas de mots pour traduire cela auprès de la population seront à l'aise pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais mieux, je pense que quand on analyse un peu la façon dont le gouvernement a eu à communiquer par le passé,
il faut comprendre que pour que le message puisse passer auprès d'un public destinataire, il faut fondamentalement que vous lui rappeliez sa part de responsabilité. C'est-à-dire que l'État est là, oui, pour coordonner, pour impulser une dynamique, etc. Mais l'État à lui seul ne peut pas faire développer un pays. Donc, quand vous voulez communiquer pour le compte de l'État, il faut en même temps reposer une part de responsabilité sur la population elle-même, sur sa responsabilité, pour que chacun se sente concerné dans le schéma par exemple. Voilà. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une communication à présenter, j'ai essayé de suivre un peu leur première sortie, mais ils ne rappellent pas en réalité qu'en réalité, on est dans un schéma de gouvernant-gouverné. C'est un partenariat. Et donc, pour que l'objectif qui est fixé, qui est par exemple de faire émerger le Togo, puisse être atteint, il faudrait bien sûr que l'État puisse jouer son rôle pleinement à partir du schéma qu'il a déjà défini. Mais au même moment, amener la population à adhérer, à se retrouver dans ce qui va être fait et comprendre que ce qui va se faire est dans l'intérêt de tout le monde à la fois. C'est ça l'enjeu en fait de la communication politique qui, ma foi, par moment, manque dans la stratégie de communication, en tout cas de nos gouvernants. On se rappelle que dans une autre vie, il y avait un ministre qu'on appelait le ministre grand format Pascal Bodian, qui était carrément le porte-parole. Entre-temps, on sait que vous étiez proche, ou bien vous êtes l'un de ses proches, je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Alors, il devient quoi, le ministre Bodian? Bon, ben écoutez, je ne sais pas si l'expression proche de quelqu'un est assez appropriée. Mais vous savez, moi, je suis... On vous avait vu la dernière fois. Voilà, ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, je suis un homme de conviction et je défends un certain nombre de principes. La cause de Bodiona a été une cause qui m'a permis, en fait, de révéler mes convictions autour de l'aspiration profonde qui est mienne de voir un pays où la justice fonctionne avec clarté, transparence, où les valeurs humaines sont promues, etc. Et donc, ce dossier m'a permis, en effet, d'exprimer mes convictions et de dire véritablement ce que j'ai comme aspiration profonde pour ce pays-là. Et donc, si ça lui a profité et ça a fait que nous nous sommes rapprochés, c'est tant mieux. Donc, mon objectif principal n'était pas, évidemment, d'être proche de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes dans le fait. On se côtoie aujourd'hui, on est très proches l'un de l'autre, oui, bien sûr. On échange, on observe, mais il est en très bonne forme. Je pense que vous l'avez vu à l'investiture du président de la République. Bon, il est là. Alors, parlons à présent du mois du consommé local. Le mois d'octobre a été consacré comme le mois du consommé local. Ça n'a pas échappé au radar de la page Facebook de Luc Abaki. Oui, c'est vrai. Je me suis prononcé là-dessus. J'ai estimé que c'est une très belle initiative. Qu'il faut encourager, qu'il faut accompagner, important etc. des vestes. Bon, ben écoutez, ce n'est pas seulement le volet vestimentaire ou alimentaire dont on doit tenir compte. Il y a beaucoup de paramètres dans cette question de consommer local. Et moi, je vois au-delà même de cette question de consommer local comme étant un changement de mode de pensée et de vie qu'il faut rechercher au sein de la société togolaise. Pourquoi? Parce que vous allez constater que, mais oui, dans l'habillement, on est plus porté par l'extérieur. Dans l'alimentation, c'est toujours l'importation des produits, etc. Et puis même dans la consommation de l'esprit, enfin, des éléments intellectuels, etc., la musique, c'est toujours de l'extérieur. Il y a un problème. Il faut d'abord revisiter les causes de l'appétence du peuple à s'attacher aux choses extérieures. Quand vous regardez très bien, pour que vous puissiez vous attacher à quelque chose d'extérieur, il faut bien qu'on vous vante les mérites de la chose. Lorsque vous vous habillez en costume veste, et puis bon, ben, on voit que c'est bien, ça rentre dans la routine, mais il a fallu qu'une civilisation cultive ce mode-là, et qu'aujourd'hui, à travers les canaux comme les médias, on les vend et on commence à comprendre que c'est ça qui est la norme, c'est ça qui est à la mode lorsque vous voulez être un homme branché. Il faut donc s'habiller en veste, etc. Maintenant, comment faire pour renverser la tendance? Il faut travailler sur des vecteurs qui permettent de propager une nouvelle image. Vous avez proposé, par exemple, voilà, une chaîne de télévision, par exemple. Alors, c'est vrai que sur votre page Facebook, vous avez fait une série de propositions, dont, par exemple, la création d'une télévision. Absolument. Je pense que une télévision est fondamentale dans cela, consacrée fondamentalement aux produits locaux.
comment le génie togolais fonctionne, dans les rameaux reculés, etc. Si on fait une production suffisamment nourrie, qui va meubler la grille des programmes d'une chaîne de télévision, on la rend suffisamment alléchante, assez moderne, et où les gens voient que le modèle inspirant se trouve aussi au Togo, vous allez voir que de façon progressive, la tendance va être inversée. On comprendra que, mais attends, si vous voulez manger bio, il faut venir au Togo. Et manger bio veut dire que vous produisez avec des produits chimiques, avec des trucs, etc. Donc, il faut investir. Il faut donner des moyens qu'il faut, de telle manière que la production locale elle-même puisse avoir la hauteur requise, qu'elle échappe à ce ratio prix qualité, et de telle manière qu'elle puisse être aussi disponible. Parce que quand on importe, par exemple, le riz thaïlandais, où on vous vend les 5 kilos à 2500, 3500, alors que le produit local, qui est le vôtre, est vendu à 5000, évidemment, le choix est clair. Quand on revisite un peu la précarité, le niveau de précarité de la population, donc le choix est clair. Ça veut dire qu'il y a tout un travail qui doit être fait, mais il n'y aura pas qu'une chaîne de télévision, même si je considère qu'elle est primordiale, fondamentale, il faut créer des occasions de promotion de ces choses, à travers des festivals, par exemple, à travers nos habitudes de vie, et les contes, les légendes, promouvoir la littérature locale qui incarne ou qui contient véritablement des valeurs qui sont les nôtres. Et à partir de ce moment-là, on finit par créer ce que j'appelle la conscience nationale. Quand on a une conscience nationale, quand on a la fierté d'être togolais, on ne peut pas hésiter à consommer le produit togolais. S'il y a une affaire qui a su faire la transition entre le 3e et le 4e mandat, c'est l'affaire Adjakli. Monsieur Lukabaki, c'est la première fois qu'on aborde le sujet Adjakli sur notre plateau. En quelques secondes, si vous voulez planter un peu le décor pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, qu'est-ce que vous diriez d'abord? Non, mais c'est la question d'importation et de commercialisation du pétrole au Togo, un produit de première nécessité, à la limite un produit essentiel dans la vie de la population. Et puis, il est dit qu'il y a des détournements, des malversations, une façon, 500 milliards. Voilà, une façon assez lugubre, opaque de gérer ce volet de l'économie togolaise. Et donc, le problème a été posé, mais je pense que c'est un problème qui concerne tous les Togolais à la fois, y compris les magistrats, en tout cas tous les camps, à moins pour quelqu'un de dire « je n'ai jamais pris une moto » dont le moteur est alimenté par le carburant, ou bien je n'ai jamais pris de voiture, je n'en ai pas acheté, je n'ai pas acheté de carburant, etc. À partir du moment où vous êtes un consommateur national, vous devez pouvoir vous sentir concerné par justement ce problème. Alors, comment il se fait que dans la gestion justement du dossier, parce que les plaignants, les gens, les accusés, ont cru devoir donc porter l'affaire devant les tribunaux, c'est une très bonne chose. Maintenant, l'enjeu pour les magistrats, c'est de faire en sorte que la vérité puisse être manifestée véritablement. Mais de la façon dont c'est conduit avec la dernière audience, où on réclame justement la présence du plaignant, mais c'est tout naturellement on ne devait même pas réclamer parce qu'on l'accuse d'avoir volé, d'avoir mis en place un mécanisme qui permet de détourner le bien commun. Et donc, c'est une accusation qui est quand même forcément suffisamment grave et qui concerne le devenir même de tout un peuple. Il ne devait pas attendre qu'on puisse l'inviter, même s'il dispose d'un avocat, il devait être le premier à venir décrire avec transparence et clarté la manière dont le pétrole est importé, la manière dont les prix sont fixés, la manière dont en tout cas, tout le mécanisme de fonctionnement de cette affaire. Mais la manière dont ça se passe, on a comme l'impression que les juges eux-mêmes, qui normalement devaient se saisir de ce dossier, devaient être a priori concernés, ont quelque chose d'assez suspect en refusant, ou en tout cas en faisant en sorte à esquiver ou à banaliser, à liquider ce dossier. Mais c'est un problème hautement étatique. Et ça a engagé même l'État à commettre des inspecteurs pour l'audit. Et tous ces éléments devraient participer justement à la manifestation de la vérité. Je ne comprends pas l'empressement des juges à vouloir liquider ce dossier aussi sensible et fondamental pour le peuple togolais. Je ne comprends pas. D'accord. Alors, je dois rappeler que bon nombre ne partagent pas forcément votre façon de voir la chose. Il y en a qui pensent que Ferdinand Haïté a accusé. Il a accusé les Adjakli. On a porté plainte. C'est à lui de montrer les preuves. Mais l'avenir nous dira. Monsieur Lukabaki, ce fut un plaisir
de discuter avec vous. Je sais que vous avez énormément à dire, mais je promets vous faire venir ici de temps en temps pour pouvoir décrypter l'actualité ensemble parce que vous en avez beaucoup. Mais le plaisir, il est partagé. Vraiment, je dois remercier toute votre équipe, la télévision Voice Africa, pour cette opportunité qui m'a été offerte de sortir pour la première fois après un temps aussi long de silence. J'espère que nous allons être ensemble pour longtemps. Et comme vous l'avez dit, nous scrutons l'actualité, nous suivons, nous nous sentons concernés par le devenir de ce pays. Et je pense que c'est un devoir pour chacun d'entre nous de pouvoir participer dans la mesure de ses moyens et de ses compétences au meilleur devenir de ce pays. Merci beaucoup. J'aimerais bien continuer, mais c'est un devoir pour moi également de stopper l'émission parce que les 26 minutes sont passées. Mesdames et messieurs, continuez toujours de nous faire confiance. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière.